Bonjour les amis, vous êtes bien sur Planète Gaïa TV dans l'émission Le Chaudron du Druide. Alors pour ce nouveau chaudron, nous sommes de retour dans le Périgord. Tout le monde sait que je suis un amoureux du Périgord et donc me voilà de retour dans cette terre majestueuse. J'ai mis mon chaudron en place, j'ai mis bien sûr de l'eau du coin et puis dedans j'ai rajouté certains ingrédients. Alors dans les ingrédients, il y a beaucoup d'ésotérisme, il y a beaucoup de spiritualité, il y a beaucoup de joie, de bonne humeur, pas trop de sérieux, on essaye d'éviter, plein de choses sympas, et puis différents ingrédients, comme chaque fois dans le chaudron du druide, mais comme ce sont des ingrédients secrets, je ne vais pas vous les donner. Et donc j'ai laissé mijoter ça pendant une dizaine de jours, et puis quand j'ai soulevé le couvercle du chaudron, qu'est-ce que j'ai trouvé? Eh bien j'ai trouvé Serge et... c'est ça, Laetitia. Alors c'est Laetitia ou Léatitia? On dit Laetitia. Laetitia. Mais, bonjour les amis. Bonjour Gérard. Merci de me recevoir dans votre cabinet. Alors je ne vais pas vous présenter, vous allez le faire tout seul comme des grands parce que c'est un peu compliqué ce que vous faites. Donc je vais vous laisser déjà vous présenter, expliquer un peu qui vous êtes et surtout votre parcours et comment vous en êtes arrivé là. Et puis chacun votre tour. Voilà, c'est à vous. Tu peux commencer? Allez, je commence. Donc moi je m'appelle Serge Bassino. Ça s'écrit avec 2 C mais ça se prononce comme s'il y avait 2 S. Donc je suis de formation ésotérique, sur à peu près 38 ans aujourd'hui. Notre spécialité à tous les deux, parce que nous travaillons ensemble, nous sommes psychothérapeutes, et en même temps nous avons chacun on va dire une manière de fonctionner qui va ensemble, mais qui, on va dire, qui est différente. Moi je donne des cours par correspondance, ma femme m'y aide, et elle le dira tout à l'heure, elle le soigne à distance. Voilà. Et nous avons un cabinet de thérapie dans lequel nous travaillons à deux. Voilà. Mais ma spécialité, c'est plutôt les cours, l'enseignement, les conférences, les séminaires, etc. Je suis un incorrigible tchatcheur, parleur. J'adore parler et j'ai fait d'un défaut une qualité. Voilà. À toi, ma chérie. Alors, à moi. Alors, je m'appelle Laetitia Beretti. Et au tout début, moi, c'est plutôt les sciences psychiques qui m'ont amené à l'ésotérisme pour enfin comprendre ce que je vivais. Le jour où j'ai bien compris ce que je vivais, je me suis vraiment lancée dans tout ce qui était soins à distance, soins au cabinet. Et je me suis rendu compte qu'avec le travail que je faisais, beaucoup de personnes étaient décalées, que ce soit d'un point de vue mental, que ce soit d'un point de vue astral, donc émotion, ou que ce soit d'un point de vue éthérique, l'aspect vital, le corps vital était décalé. Et de là, je me suis intéressée à ça et je suis rentrée dans ce processus où parfois il y avait des idées qui décalaient complètement le côté émotionnel et la personne ne pouvait pas vivre ce qu'elle voulait vivre vraiment à cause de ce décalage ici. Donc elle ne pouvait pas incarner son plaisir, elle ne pouvait pas incarner son bonheur, elle ne pouvait pas incarner tout ce qu'elle avait dans sa tête qui était beau, à cause des idées à la base qui avaient été germées dans l'enfance en grande partie, ou parfois par des vies qui étaient en parallèle et qui s'immisçaient dans le corps de la personne. Voilà, je crois que j'ai un petit peu tout dit. Ok. Alors on va rentrer un petit peu plus dans le détail parce que pour l'instant, et je suppose que nos amis de l'autre côté de l'écran sont un peu comme moi, on a compris que vous travaillez dans le spirituel et l'ésotérisme, mais en fin de compte, on ne sait pas vraiment ce que vous faites. Donc, vous allez nous expliquer tout ça. Ouais. Alors, j'ai compris donc, que c'était des cours par correspondance, donc c'est une école en fin de compte. Oui, ça peut être considéré comme une école. Disons que ma spécification, on va dire que j'explique les lois et les principes du fonctionnement de l'esprit. Oui. Donc j'explique, ma partie à moi, c'est expliquer aux gens comment ils fonctionnent. Parce que la plupart des gens se subissent, mais ils ne se maîtrisent pas, ils n'ont aucun contrôle, ils n'ont aucune maîtrise. Donc comment ils fonctionnent, pourquoi il leur arrive ce qui leur arrive, et je leur apprends à prendre non pas le contrôle des autres, des gens ou des événements, oui, non, bien sûr, mais de prendre le contrôle de leur propre esprit, à savoir de choisir leurs pensées,
de savoir pourquoi il faut les choisir, parce qu'on est choisi par nos pensées, nous ne les choisissons pas malheureusement. Choisir leurs pensées, savoir comment ils doivent s'y prendre, et évidemment comprendre que chaque pensée est reliée à une émotion connexe, et que si on a des émotions qui nous perturbent, c'est qu'on a des pensées qui sont perturbantes. Donc voilà, on va dire ma spécification, c'est vraiment d'expliquer les lois et les principes du fonctionnement de l'esprit. Voilà, ça c'est la partie, on va dire, qui n'est pas que théorique, parce que d'abord il faut savoir quoi faire avant de le faire. Donc on explique aux gens comment fonctionne l'esprit, comment reprendre le contrôle de sa propre vie, de ses propres processus mentaux, par des méthodes, des exercices, un entraînement, parce que ça dure 3 ans l'enseignement. D'accord. Donc sur 3 ans, ils ont largement le temps de se familiariser non seulement avec les lois et les principes du fonctionnement de l'esprit, mais en plus de se familiariser avec la chose la plus importante au monde, eux-mêmes. Parce que le but, c'est de se connaître soi. Une fois qu'on se connaît soi, on sait pourquoi on fonctionne comme on fonctionne. Et une fois qu'on sait étudier soi et qu'on a appris à se comprendre, alors on peut comprendre tout le monde. D'accord. En partant de soi, on peut arriver à l'univers. Si on part de l'univers, on se perd de vue. Voilà. Donc c'est le fameux adage, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Là ici, l'univers, ben, c'est tout ce que nous vivons, et les dieux, ce sont tous ces principes directeurs qui nous chapeautent, c'est-à-dire toutes ces idées, toutes ces croyances, qu'elles soient religieuses, qu'elles soient familiales, qu'elles soient ethniques, etc. Toutes ces choses que nous pensons codifient notre vécu. Et une fois que l'on sait pourquoi on pense ce qu'on pense, on est libre de choisir de penser ou la même chose, ou autrement. Et bien souvent, les gens s'aperçoivent que ils ont été pensés, si je puis dire, c'est pas bien français, mais ils sont pensés, ils ne pensent pas. Alors on apprend d'abord ça aux gens, on leur montre qu'ils ont des processus mentaux qui travaillent en arrière-plan, ce qu'on appelle le subconscient ou l'inconscient, comme on veut. C'est pas très compliqué, l'enseignement dans sa partie théorique, mais on peut dire que chacun peut s'y retrouver avec des mots simples comme l'inconscient ou le subconscient. Donc la personne sait qu'elle fonctionne d'une manière qui est non seulement aléatoire, mais qui est en roue libre, elle ne maîtrise rien. Et c'est pour ça que la vie lui donne cette impression de s'enfuir, d'avoir aucun contrôle. Dès l'instant où on sait ce qu'on pense, pourquoi on le pense, et quelle est l'origine de la pensée, à ce moment-là, on peut reprendre le contrôle du processus cognitif, mental, de pensée, et choisir nos propres pensées. C'est comme si on rentrait dans un magasin spirituel et qu'on voit par exemple des yaourts. On va dire non, je tolère pas le lactose, alors je ne vais pas prendre de yaourt, mais je vais me prendre une salade. Pourquoi on va prendre une salade? Parce qu'on est conscient de ne pas supporter les yaourts. Mais il y a des gens qui vont être dans cette situation de ne pas supporter le lait, par exemple, les lactoses, et en même temps de ne pas savoir qu'ils sont intolérants au lactose. Dès l'instant où ils le savent, ils deviennent libres de continuer. Après, c'est eux qui sont juges de savoir s'ils veulent se faire du mal ou pas. Mais quand on ressent de la souffrance et qu'on ne sait pas pourquoi on souffre, c'est horrible. Alors que quand on sait pourquoi on souffre, on devient libre de choisir soit de continuer de souffrir, ce qui peut être un petit peu bizarre de le dire comme ça, mais c'est la vérité, soit continuer de souffrir, comme on peut souffrir par exemple d'aimer quelqu'un qui ne nous aime pas. Une fois qu'on sait pourquoi on l'aime alors qu'il ne nous aime pas, on peut continuer à le faire ou pas. Parce que l'amour, ça ne se discute pas. Voilà. Je cite un cas qui a eu lieu il n'y a pas longtemps. La personne ne savait pas pourquoi elle souffrait. En fait, elle s'est aperçue qu'elle aimait quelqu'un qui ne l'aimait pas. Une fois qu'elle a compris, elle a été libre de continuer à le faire ou pas. Si elle avait continué, elle aurait mieux vécu. Elle s'est arrêtée, et là, bien sûr, ça a changé sa vie. Voilà. C'est un exemple, voilà. Donc c'est plutôt ma spécialisation, on va dire, d'apprendre aux gens ce qui se passe, toutes ces tempêtes qui se passent sous un crâne, voilà, de leur expliquer ce qui se passe dans leur processus mentaux, comment ça fonctionne, comment ça s'articule, et après ils s'aperçoivent que selon ce qu'ils pensent, ils vont vivre ceci plutôt que cela. S'ils se mettent à penser différemment, et le seul fait de savoir pourquoi ils pensent ce qu'ils pensent, c'est déjà une différence. Bien sûr. Parce qu'avant ils le subissaient, maintenant ils en sont conscients. Dès qu'on met de la conscience dans de l'inconscience, on met de la lumière dans les ténèbres. Et dès qu'on met de la lumière, les ténèbres n'y sont plus. Les ténèbres, c'est l'absence même de la lumière. Donc dès l'instant, on n'a pas besoin d'appuyer un interrupteur pour lever les ténèbres et d'appuyer un autre pour mettre la lumière. Dès l'instant où on remplace les ténèbres de l'ignorance par la lumière de la connaissance, on s'aperçoit que tout s'éclaire. Alors on sait pourquoi on a été ce qu'on a été, on sait pourquoi on a vécu ce qu'on a vécu, et là on se dit, ah ben voilà, maintenant je suis libre. Parce qu'être libre, c'est pas nécessairement être heureux à 100%. Ça, personne n'est heureux à 100%. Mais au moins, la moindre des choses, je dirais une décence spirituelle, c'est de savoir pourquoi on souffre. Et dès l'instant que l'on sait pourquoi on souffre, on sait
On sait tous les tenants et les aboutissants, on sait que l'on souffre parce qu'on pense ça, qu'on essaye de maîtriser une chose qui ne l'est pas maîtrisable, qu'on essaye de faire changer d'avis des gens qui n'ont aucune raison de le faire, et toutes ces choses-là, ce sont des souffrances quelque part qui ne sont pas inutiles, parce qu'il n'est pas inutile de souffrir, au moins on apprend la souffrance, mais ce sont des souffrances qui ne sont pas utiles éternellement. À un moment donné, il faut arrêter d'apprendre par les coups de pied au derrière, si je me peux me permettre cette expression. Hein, ça va un moment, mais à un moment donné, on grandit, on mûrit, et on se dit, je souffre toujours un peu, beaucoup moins qu'avant, parce que maintenant je sais pourquoi je souffrais, et j'ai le choix de continuer à souffrir ou pas. Et ce ou pas, ça fait toute la différence. Voilà. D'accord. Il y a un, comment on pourrait dire, il y a un courant philosophique qui sous-tend derrière? Alors à l'origine, aussi bien ma femme que moi, nous avons suivi un enseignement pendant une douzaine d'années à peu près, de ce qu'on appelle la voie de la Siddha dans sa version laïque. La voie de la... La voie de la Siddha. De la Siddha ou de la Siddha? Non, de la Siddha, c'est-à-dire que le mot Siddha en fait est féminin, hein, c'est du sanskrit, ça veut dire la perfection de soi. La voie de la Siddha, c'est le chemin qui mène de « je me subis » à « tiens, je me suis rencontré ». Voilà. C'est un chemin intérieur, donc c'est nous qui le faisons durer, hein. Il peut durer 1 an comme il peut durer 10 ans, tout dépend de notre vitesse de cheminement, tout dépend de si on a envie de cheminer, si on a le courage de le faire, et si on a vraiment envie de se rencontrer en face. La voie de la Siddha, c'est une méthodologie qui est très ancienne, qui a 6000 ans. Siddha, ça s'écrit S-I-2-D-H-A. Hein. Et cette voie de la Siddha est la voie qu'ont suivi tous les grands maîtres du passé, que ce soit le maître de Galilée, hein, Jésus, que ce soit Gautama, hein, le prince Siddhartha, et dans Siddhartha il y a Siddha, que ce soit plus près de nous, si je puis dire, des grands maîtres tels que le maître Koutoumi, le maître Moria, le maître Hilarion, Sérapis, etc. Des maîtres qui sont connus surtout des ésotéristes, hein, et de quelques spiritualistes. Mais là n'est pas la question. L'intérêt est de savoir que tous ceux que l'on qualifie de maîtres ou de grands maîtres, qui ont été des sages, qui ont été des gens qui ont fait quelque chose de merveilleux de leur vie, plus que d'utile, de merveilleux de leur vie, sont des gens qui ont suivi cette voie de la Siddha, qui n'est pas vraiment une tradition, c'est une philosophie de vie. Mais cette philosophie de vie, elle inclut les connaissances des lois et des principes du fonctionnement de l'esprit. Je le dis souvent, c'est vrai, on me le reproche quelquefois, mais si on ne sait pas comment fonctionne notre esprit, alors que nous sommes l'esprit, tout est fait d'esprit. Si on ne sait pas, c'est comme si l'esprit ne se connaissait pas lui-même. Alors là, c'est la catastrophe. Tout part à valo. Donc ça ne veut plus rien dire. Donc, cette voie de la Siddha, qui peut se traduire en français par la voie de la perfection de soi, et non pas de la perfection, parce que ça n'existe pas, cette voie de la perfection de soi permet à la personne de se connaître parfaitement et de s'incarner parfaitement. Et ça sous-entend avec ses qualités et ses défauts. Bien sûr. Beaucoup de personnes souffrent d'une absence de qualité, mais d'autres encore plus souffrent de présence de défauts, alors qu'on leur a dit que, puisque c'est un défaut, il faut s'en débarrasser. Mais un défaut dont on n'arrive pas à se débarrasser, ça peut créer un petit peu de souffrance. Mais quand on insiste et qu'on voit qu'on n'y arrive pas et qu'on insiste quand même, là on a une double souffrance, celle relative au défaut et celle relative à la tentative avortée d'enlever ce défaut. Bien sûr. Et ça fait un double combat. Et on est plein de combats intimes comme ça, de combats intérieurs, qui sont au niveau mental, et qui donnent des émotions, parce que le mental, c'est ce qui est, c'est un petit peu ce grand chaudron dans lequel s'élaborent les processus mentaux, et après, ça va créer des émotions. Je vais souffrir de me voir tenter de me réformer et de ne pas y arriver. Or, la vraie question, c'est, est-il utile de se réformer quand on est né comme on est né? Est-il utile d'essayer d'être blanc si on est noir? D'essayer d'être africain si on est suédois? Voilà. C'est un petit peu ça, c'est apprendre à bien se vivre. Ce n'est pas une manière de cautionner les défauts, attention. C'est une manière de vivre, un art de vivre qui dit, pour l'instant je suis ce que je suis. Et je le vis très bien. Mais je sais que je vais vivre encore mieux ce que je serai plus tard. Parce que je suis dans un phénomène de je suis. Un je suis permanent, c'est-à-dire aussi bien je suis le verbe être, que je suis le verbe suivre. Suivre sa propre voie. Après 10 ans, on a 20 ans, après 20 ans, on a 30 ans, etc. On ne fait pas d'efforts pour gagner 10 ans. Et on ne les perd pas, on ne les gagne pas. En fait, 10 ans après, on est nous 10 ans plus tard. Oui, bien sûr. C'est ça la voie de la Siddha, c'est cette façon de se vivre intelligemment, en toute connaissance, en toute compréhension, et surtout en toute, je dirais, légitimité. Parce que les gens, à notre époque, quand on leur dit « tu n'es pas assez ceci, tu es trop cela », alors ils essayent de se remettre en cause pour se faire aimer, pour se faire accepter. C'est terrible ça, hein, cette espèce
de pieuvre qui est cette société de consommation qui nous oblige à répondre aux attentes des uns et des autres, alors qu'il faudrait mieux de se répondre à leurs propres attentes, chacun. Et on nous a enseigné ça, et donc on se dit, mince, je ne plais pas à ma femme, je ne plais pas à mon mari, je ne plais pas à mes enfants, je ne plais pas à mon patron, et à un moment donné on se dit, mais est-ce que je me plais à moi-même? Et là c'est terrible, c'est fini. C'est un court-circuit mental. Quand l'esprit se renie lui-même, il n'y a plus rien. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, pour répondre un peu mieux, un petit peu plus précisément à ta question, cet enseignement que nous suivons, ma femme et moi, à 6000 ans à peu près, ouais. Il vient donc de la voie de la Siddha, qui a été créée il y a 6000 ans par les anciens rishis, qui ont enseigné les premières personnes. Ça vient d'où? En Inde. En Inde, oui. D'accord. Plus spécifiquement, on va dire, dans la province, le cœur de l'enseignement vient de la province du Cachemire. D'accord. Voilà, les Cachemiris, ceux qui sont en Inde et qui sont dans la province du Cachemire, continuent à notre époque à avoir les deux voies. Alors là où je peux surprendre un petit peu, parce qu'il y en a qui ne le savent pas, on pense toujours, quand on parle de Siddha, de la voie de la Siddha, on pense au Siddha Yoga. Qui est une technique, mais qui est une technique avec des swamis, c'est pas un ordre religieux, mais disons qu'il y a un gourou, il y a un enseignement. Nous, c'est la voie de la Siddha version laïque. Il n'y a pas de gourou. Chacun est son propre gourou intime, chacun est son propre maître intérieur. Mais encore faut-il savoir comment le rejoindre. On ne peut pas s'auto-construire soi-même à partir de ce que l'on est au départ, alors qu'on ignore qui on est. Oui, c'est le premier court-circuit, hein. C'est la première révélation qu'on a en tant qu'être humain qui essaye de s'améliorer, c'est je suis comme un chiffon sale, puis-je me nettoyer moi-même? Mais non. Mais il n'est pas dit que quelqu'un va me nettoyer. Oui, bien sûr. Mais on va me donner de la lessive et je vais frotter. D'accord, d'accord. Voilà. Donc ça vient de laine, on va dire. D'accord, ok. Alors comment ça fonctionne? Donc ça c'est un enseignement que vous avez reçu, donc il y a, comment tu m'as dit? Moi j'ai commencé un petit peu avant elle, il y a presque 38 ans. 38 ans, et elle, je sais plus, 30 ans. À peu près 30 ans. Bon, on ne va pas dire parce qu'elle a 28 ans d'âge, donc elle oui. Je suis jeune, quoi. Voilà. Oui, elle a commencé dans le ventre de sa mère. Voilà. Tout va bien. Top. Petit aparté, ça n'a rien à voir, mais tu sais qu'on dit, d'une femme qui a dépassé la vingtaine, qu'on lui fête plus ses anniversaires, ou c'est 25 ans, je ne sais plus, on lui fête plus ses anniversaires parce qu'elle a toujours 20 ans. Bien évidemment. J'ai toujours 20 ans, mais je fais mes anniversaires. Mais 21, 22, 23, 25, 24, 23, 23. Ok, revenons-en à votre étude. Donc, bon, ça fait une trentaine d'années que vous êtes tous les deux baignés là-dedans. Ça fait combien de temps que vous enseignez? Alors, on a enseigné d'abord, parce qu'on a toujours été passionné de ça, mais on n'en a pas fait de suite notre travail. Parce que, bon, à l'époque, on pensait qu'une passion, on ne pouvait pas en vivre. Ça vaut ce que ça vaut comme version, mais à l'époque, nous pensions ça tous les deux. Donc, on avait un emploi tout à fait ordinaire, et tout notre temps de libre passait dans cette passion, et on enseignait gratuitement. D'accord. Hein, voilà. Jusqu'à il y a quelques temps où on s'est mis à notre compte et on se dit, bon, on a l'âge maintenant 22, 23 ans elle, et voilà, et moi la cinquantaine à l'époque, donc on s'est dit, bon, on va peut-être s'installer, se mettre à notre compte, se déclarer, vivre de notre passion. Et on a trouvé ça génial, mais à ce moment-là, pas avant. Avant, ça ne nous serait pas venu à l'idée. Pour X ou Y raisons qui nous sont personnelles. Oui, bien sûr. Méthode là, on peut dire méthode? Oui, c'est un art de vivre, une philosophie. Oui. On n'est pas sectaire pour ça, on peut employer le mot. Du moment qu'on ne dit pas tradition, parce qu'une tradition, c'est quelque chose qui est figé. Oui. 3000 ans après, c'est toujours pareil, quoi. Alors que justement, c'est de la tradition. Oui, ce qu'il y a de formidable dans la voie de la Siddha, et dans sa fille aînée, qu'on appelle la psychologie ésotérique, on y viendra après, c'est que justement, c'est quelque chose qui est évolutif. Non seulement il nous est imposé, peut-être qu'on en parlera, peut-être que non, il nous a imposé tous les 2-3 ans d'améliorer l'enseignement, de le manier. Mais en plus, comme nous-mêmes nous continuons à évoluer, comme tout le monde, on fait profiter de notre évolution personnelle et on le propose à part, en précisant bien que c'est notre version, l'enseignement. On propose aussi nos découvertes. On est des chercheurs, c'est-à-dire qu'on fait des essais. On a le temps, on a une vie qui nous permet d'avoir du temps pour faire des essais, elle des essais psychiques, moi des essais mentaux, de combiner nos travaux et de voir si on peut améliorer des méthodes anciennes et les mettre au goût du jour et les rendre un peu plus accessibles, ne serait-ce que par la phraséologie, par la manière de le présenter, les exemples. On ne va pas citer les exemples il y a 2000 ans. Donc voilà, on essaye de mettre ça d'adapter au goût du jour. Et d'adapter au goût du jour. Bien sûr, voilà, c'est notre travail permanent, on va dire.
Donc c'est un enseignement qui se dispense comment? Bon, il y a de la théorie, il y a une partie théorique, je suppose, et ensuite il y a une partie pratique. Donc entraînement. Alors en simultané, parce qu'on s'est aperçu que la théorie d'abord et la pratique après, c'était pas très rentable. Le mieux, c'était de mixer les deux et d'expliquer d'abord ce que les personnes avaient à faire, et après de leur faire faire, et après d'en discuter. C'est pour ça que la manière dont nous enseignons, nous avons un enseignement par correspondance, parce qu'on ne peut pas demander à des gens, on a des gens qui sont au Japon, il y a des gens qui sont dans les îles, et voilà, on n'a pas des milliers de personnes qui nous suivent, mais on en a quand même une centaine, on va dire, et cette centaine-là, ils sont un petit peu répartis aux quatre coins du globe, oui, voilà. Et surtout à des endroits où on parle français, évidemment. Et donc, oui, parce que nous, on ne parle pas de langue étrangère, hélas. Donc, ces personnes-là, on reçoit des cours à la maison. Dans ces cours, il y a l'explication du mois, il y a 4 cours par mois. Ils reçoivent chaque semaine une explication. Ils ont des exercices à faire, ils ont des méthodes à goûter, hein, à employer, à avoir, à essayer de se faire une idée. On leur propose la partie théorique en leur disant voilà ce que l'on a appris, voilà ce que vous allez faire, comparez les deux et jugez librement. Voilà, ce n'est pas un enseignement ils ne sont pas obligés d'apprendre par cœur. On leur dit simplement que, normalement, avec l'expérience, on s'est aperçu que quand on faisait certains exercices, on avait à peu près les résultats dont parlait la théorie. Mais des fois, il y avait des différences. Est-ce que tu peux nous donner un exemple simple? Dans l'enseignement, par exemple, qui est quand même technique, hein, il faut quand même arriver à savoir comment fonctionne l'esprit, on va parler par exemple des glandes endocrines. Bon. C'est un sujet qui est important parce que les glandes endocrines, chose qu'on commence à comprendre en Occident, les glandes endocrines sont les véritables chakras, ce qu'on appelle les chakras. Hein, voilà. C'est pourquoi c'est plus important les glandes endocrines que les chakras, parce que les chakras sont dans les corps invisibles. Oui. On va les qualifier d'invisibles parce qu'on ne les voit pas, on va dire. Bon, donc ces corps qui sont éthériques, astraux, mentaux, peu importe, qui font partie du corps psychique, qui est l'enveloppe générale, ou l'âme, hein, parce qu'on dit que c'est la même chose, nous. Donc dans ce corps psychique, il y a plusieurs couches, éthériques, vitales, astrales, mentales, etc. Bon. Donc, ça c'est quelque chose qui est censé être connecté au corps physique. Or la plupart des gens, ils sont frustrés. Pourquoi? Ils sont frustrés parce qu'ils s'aperçoivent que tout ce qu'ils vivent en esprit, ils n'arrivent pas à l'incarner en vérité. Ils le vivent en esprit, pas en vérité. Et le mot vérité, pour nous, est pris à la lettre. C'est-à-dire qu'en vérité, si je ne sens pas que je vais mieux, c'est pas la peine qu'on me le dise que je vais mieux. Je veux le sentir, je veux le vivre, je veux le... Bien sûr. Voilà. Et donc c'est un peu comme de dire que le verbe se fait cher. Le verbe c'est quoi? C'est une vibration spirituelle. Si cette vibration je ne la sens pas, pour moi elle n'existe pas. Oui, bien sûr. Voilà. Donc on parle des glandes endocrines, pourquoi? Parce que c'est la seule façon d'asseoir l'enseignement, de le rendre concret, de le concrétiser, de le rendre palpable. Si par exemple, je sais pas moi, si j'apprends qu'il existe de la télépathie mais que je ne perçois rien, ben, je ne suis pas content. Si j'apprends que je peux me soigner par du magnétisme ou de l'automagnétisme, si on peut appeler ça comme ça, mais qu'il ne se passe rien, je ne vais pas être content. Donc on explique aux gens pourquoi certains ont des effets probants rapidement et pourquoi d'autres doivent patienter quelques mois de plus. C'est la différence vient de la différence de fonctionnement des glandes endocrines. D'accord. Mais quand tu parlais des chakras tout à l'heure, chaque chakra est lié à une glande. Voilà. Donc travailler sur un chakra, c'est aussi travailler sur la glande. Et non. Ah. Et non, justement. Bon, et oui, c'est là, oui. En théorie, oui. Parce que, regarde, imaginons, je m'adresse donc au public qui est là, qui a son expérience. Imaginons qu'ils suivent un exercice pendant des mois. Et qu'ils apprennent, par exemple, que si on fait cet exercice, je ne sais pas moi, on sort de son corps, ou je ne sais pas moi, on va faire, c'est des choses connues quand même, ou alors on va avoir une perception des mondes invisibles. Imaginons qu'au bout de 6 mois, que la personne fait l'exercice qu'on lui propose sur 2-3 mois, au bout de 6 mois, elle n'a toujours pas de résultat. Elle est en droit de se demander pourquoi. Et ça serait quand même extraordinaire de lui dire, ah ben toi ça ne marche pas. Pourquoi oui, mais non, voilà. Et l'explication qui peut être une première pour ceux qui écoutent, je ne sais pas, mais l'explication la plus rationnelle qui soit, c'est que nos glandes nous construisent, c'est-à-dire que je suis tel que mes glandes fonctionnent. Les glandes, c'est nos gardiens invisibles, d'après mon fonctionnement glandulaire, je vais avoir un caractère plutôt ceci, plutôt cela. Je vais être plutôt emporté, plutôt calme, plutôt incisif, plutôt timide, c'est dû au fonctionnement glandulaire. D'accord. Donc, si les glandes me caractérisent, alors c'est que le fonctionnement des glandes est différent chez chacun de nous.
Est-ce que je me... Oui. Voilà. Donc, on sait qu'une personne qui est plutôt du type emporté, et qui n'est pas quelqu'un qui va un petit peu rêver, va avoir plus de difficultés à faire certains exercices qui nécessitent d'être calme, pondéré, et plutôt, on va dire, s'intérioriser. Il y a des gens qui adorent marcher, courir, faire du sport, et cela va avoir un petit peu de mal à ressentir, peut-être. C'est pas une vérité absolue, puisqu'il y a quand même plusieurs glandes et les combinaisons sont multiples. Mais on va dire qu'il arrive que les gens qui sont plutôt des hyperactifs brûlent toute l'énergie dans l'action et n'en gardent pas assez pour ressentir. Parce que ressentir, ben, ça dépense de l'énergie, comme toute chose. Voilà. Donc si par exemple je vais avoir une glande thyroïde qui est en hypoactivité, je ne vais pas pouvoir capter les choses de l'invisible comme quelqu'un qui a une glande endocrine qui fonctionne bien. Oui. Si j'ai une glande pituitaire qui fonctionne à peu près bien, mais que mes surrénales fonctionnent bien, j'aurais beau capter des choses, j'aurais du mal de passer, par exemple, du plan objectif, terrestre comme on dit, au plan subjectif, c'est-à-dire parler avec les aides de l'invisible. Et si je le fais, il me faut 10 minutes de préparation pour réouvrir les yeux et me reconnecter à la vie de tous les jours. Parce que justement, il y a des glandes qui servent à se brancher sur l'invisible, et il y a des glandes qui servent à gérer la rapidité d'alternance entre je capte quelqu'un de l'invisible, je dis ce qu'il m'a dit, je recapte quelqu'un de l'invisible, je dis ce qu'il m'a dit. Et ça se travaille, et ça permet, comme moi je l'ai travaillé pendant des années parce que c'était ma passion, de faire ce qu'on appelle vulgairement, je dis vulgairement parce que ce n'est pas tout à fait la véritable explication, mais ce qu'on appelle le channeling. Le channeling, la plupart des gens font du channeling, et tu remarqueras, ils ferment les yeux. Oui, c'est vrai. Ils se concentrent, ils ferment les yeux. Ils ne sont pas en connexion rapide. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas parler à quelqu'un et en même temps parler à quelqu'un d'autre. Ils ont du mal à faire ça. C'est parce que leur surrénal dans la partie psychique, parce qu'il y a plusieurs niveaux, ne fonctionne pas suffisamment bien. Donc ils captent, il y a des gens qui captent des trucs extraordinaires. Oui, bien sûr. Mais après, pour le rendu, c'est-à-dire pour le faire passer, il leur faut un moment de préparation, de concentration, et après de revenir à eux, de respirer et de dire ce qu'ils ont dit. Parce qu'ils ont une très bonne pituitaire, mais ils n'ont pas des surrénales qui fonctionnent correctement. C'est un exemple. Voilà. Donc c'est pour ça que rien que le côté fonctionnement des glandes surrénales, c'est 6 mois d'études. D'accord. Et ça vaut de l'or parce que ça explique beaucoup de choses. D'accord. Mais bon, ça c'est, on va dire, c'est la partie théorique. Non, c'est la partie théorique et pratique. Parce que si on dit à quelqu'un, il faut que votre glande, une telle, fonctionne mieux, il faut bien qu'il ait des exercices pour vérifier. Donne-moi un exercice, un exemple. Alors, un exemple. Alors, en fait, on emploie, il n'y a pas de secret, hein, c'est pas la question, mais on emploie on combine plusieurs méthodes. Ouais. Hein, puisque comme la voie de la sida, c'est indo-arien, ce qu'on appelle, donc ce sont des techniques aussi bien connues en Occident qu'en Orient. Donc on va se servir de tout ce qui est à notre disposition. Qu'est-ce qui est à notre disposition? La concentration. L'énergie suit l'attention mentale. Si je me concentre sur ma glande thyroïde, l'énergie de la force vitale va s'y accumuler. Bien sûr. Bon. Ça, c'est déjà une première chose. Ensuite, on sait qu'on peut soigner par magnétisme. On sait qu'on a des nerfs qui passent dans les doigts, nerf médian, nerf radial, nerf cunical, etc. Bon. Donc on sait qu'en mettant les doigts d'une certaine façon, on va émettre par exemple de l'énergie nerveuse, de l'énergie astrale, etc. Et en se servant des bonnes combinaisons de mudras, ce qu'on appelle, voilà, on arrive à, en posant les doigts sur la thyroïde, d'envoyer l'énergie qu'il faut, qui va venir la sustenter sur un plan tandis qu'elle est sustentée sur un autre. C'est-à-dire qu'en me concentrant sur la thyroïde, je la charge vitalement. En mettant par exemple 3 doigts comme ça, je vais la charger sur le plan astral. Et en faisant des sons, comme on appelle les mantras, je sais pas bien, voilà, c'est connu, en faisant le son qui va spécifiquement à cette thyroïde, et non pas au chakra, mais à la thyroïde, je vais permettre à la thyroïde de s'aligner sur la fréquence de mon âme. Ce qui fait que tout ce que je pourrais vivre dans l'âme si je n'avais pas de corps, je vais le vivre alors que j'ai un corps. Voilà, c'est en 2 minutes expliquer 6 mois d'études. Là tu me demandes une jonglerie, mais je veux dire par là que c'est ma spécialité ça. Voilà. là c'est très laborieux, c'est vrai d'expliquer ça comme ça, mais on va dire que si par exemple on sait que la glande thyroïde nous permet de placer notre conscience au-dessus du plan vibratoire terrestre. Si j'active ma thyroïde, mais que je ne l'active pas au niveau simplement hormonal, sinon là tous les endocrinologues ils vont hurler, ils vont dire non mais attends, tu vas être en suractivité. Non, parce qu'on va envoyer la dose qu'il faut au niveau vital, pas trop,
la dose un peu plus forte au niveau astral. D'accord. Et avec le son, on va l'activer au niveau du mental à un certain plan. Alors le son, c'est quoi? C'est une note de musique? Alors, il y a plusieurs façons, il y a plusieurs écoles, hein, il y a plusieurs façons. Dans la psychologie ésotérique, c'est-à-dire la voie de la Siddha, quand elle est rendue en tant qu'enseignement, à notre époque, on appelle ça la psychologie ésotérique. Dans la psy-éso, pour faire plus court, on nous apprend qu'on peut prendre une note. Par exemple, on peut prendre, il y a des sons qui sont connus, le son Om. Normalement, on devrait le faire sur le Ré naturel au-dessus du dos central, hein, si on veut le faire parfaitement. Mais ce n'est pas une nécessité. Si on le fait comme ça, on va activer 2 plans. Or, on est déjà en train d'activer tous les plans. Ce qu'on veut, c'est activer le plan mental. D'accord. Donc, on va faire le son Om de la bonne façon, mais sans s'inquiéter de la note de musique. Donc, on va la faire sur la note qui est la nôtre, une note plutôt grave, d'une façon voilà, qu'on apprend. Oui. D'accord. Ils ont des sons enregistrés, etc. D'accord. Okay. Vous utilisez la respiration? Oui, bien sûr. Ça fait partie des exercices, la respiration. Et on explique en quoi la respiration a une utilité. Voilà. Et je peux même dire une chose qui sera peut-être intéressante pour certains qui font l'astrologie. On dit que, dans la psy-éso, on dit que l'astrologie étudie la réponse de l'homme aux influences planétaires. Bon. Tous les astrologues savent faire des calculs très savants, très compliqués, que je ne saurais pas faire. Tout à fait. Par contre, peut-être qu'ils ne savent pas tous, et je ne dis pas qu'ils ne savent pas, je dis qu'ils ne savent pas tous à notre époque, la partie qui manque, c'est-à-dire que l'astrologie, c'est bien beau de parler des planètes, de parler qu'elles ont une influence sur nous, mais cette influence de quel type est-elle? Magnétique, électromagnétique? Oui. Ensuite, pourquoi je vais être influencé par Uranus? Pourquoi je vais avoir des changements comme ça subites, hein, c'est un petit peu Uranus qui fait ça. Et pourquoi Uranus va agir sur moi? Et pourquoi pas Neptune? Et pourquoi pas Pluton? Donc ce qu'on veut étudier, c'est la réponse de l'homme aux influences planétaires, et non pas les influences planétaires. Les planètes, on peut les laisser où elles sont, elles se démerdent sans nous. Par contre, ce qu'on ne sait pas, c'est pourquoi moi, je vais avoir telle réaction à la planète Mars, et pourquoi je vais avoir telle réaction. Voilà. Et ça s'explique justement par le fait des glandes endocrines. D'accord. Si par exemple mon pancréas, je le fais vibrer un peu plus haut que la planète Mercure, il n'y a plus d'action de Mercure sur mon pancréas. Si je le fais vibrer un peu plus bas, je vais tomber sous la dépendance de Mars. D'accord. Et si dans mon thème j'ai Mars en bélier, comme c'est par exemple mon cas, alors je ne te dis pas les effets que ça aura. Je vais faire des bonds sur ma chaise. Alors qu'il suffira que je fasse monter en fréquence mon pancréas, de manière à ce que Mars en bélier ou pas, parce que les astres inclinent mais n'obligent pas. Hein. Donc j'aurais beau avoir Mars en bélier, ben, je serai quelqu'un qui va méditer avant d'agir. Ouais, ok. Voilà. D'accord. Hein, c'est un exemple. Hein. Okay. Bon, j'espère que je ne suis pas trop compliqué. Non, ça va, ça être très technique. Non, c'est bien. Voilà. Non, on arrive à suivre. Voilà. Donc, par exemple, on sait par exemple que toutes les personnes qui ont des problèmes de pancréas, c'est surtout lié au sucre, c'est surtout lié... Hein, bon. Il y a des gens, par exemple, qui ont l'impression que leur vie manque de sel. Donc ils s'ennuient pour faire autre chose, parce que je suis assez cru des fois. Donc ils s'ennuient. Tu peux y aller, voilà. ils ont l'habitude. Non, j'ai pas dit qu'ils s'emmerdaient parce que c'est pas poli. Donc comme ils s'emmerdent copieusement dans leur vie, ils ont tendance à manger de la charcuterie, des trucs comme ça, parce que ce sel vient compenser une absence de sel dans les expériences, dans le live, dans le vécu. Tu vois? Ouais, on peut, enfin... On peut avoir des expériences intenses et aimer la charcuterie quand même. Hein. Tout à fait. J'ai envie de dire tout à fait Thierry, mais il n'a pas dit. Tout à fait, mais je veux dire par là que c'est un exemple que je donne. Oui, non, ce ne sont pas des vérités absolues. Oui, non, parce qu'il faut bien partir sur des bases. Donc une personne par exemple qui aura tendance à avoir manqué de douceur dans sa jeunesse, ben, elle va avoir un problème de pancréas, c'est évident. La douceur, le sucre, bon voilà, c'est lié. Bien sûr que mes exemples sont grossiers, et c'est fait exprès, c'est pour être sûr de bien me faire comprendre. Mais sachant, je vais inventer, disons que mon pancréas est sur, je ne sais pas moi, il est à 10 Hz, j'invente. C'est la fréquence vibratoire de mon pancréas qui est tout à fait inventée. J'espère qu'il n'est pas à 10 Hz d'ailleurs. Donc d'un coup, je vais le faire passer à 12 Hz, par des méthodes combinées, c'est-à-dire concentration, respiration, magnétisme et son. Ouais, ok. C'est vraiment pas mal ça. Hein, parce que... Donc en quelques semaines, je vais déjà le faire monter en fréquence. Ouais. Et du coup, ça va changer la manière d'aspecter, la manière de voir la vie, la manière de la concevoir. Je vais me dire, tiens, je vais arrêter, par exemple, de rechercher qu'on m'aime, je vais commencer à aimer.
D'accord. C'est tout bête. Ouais, Mais ça ouais, peut bien révolutionner une existence. Je vais commencer à arrêter de pousser les gens à déménager, à changer. Je vais arrêter de changer si je suis un employeur, de changer d'ouvrier à longueur de vie, ou si je suis ouvrier, de changer de boulot à longueur d'existence, parce que je commence à comprendre que j'étais pas instable, mais quelque chose en moi me rendait instable. D'accord. On n'est rien, on n'est ni stable ni instable. On est, comme on dit en sanskrit, neti, c'est-à-dire rien du tout, rien. On est ce qu'on se fait, on est ce qu'on pense, mais pas ce qu'on pense consciemment, ce qu'on pense inconsciemment. Oui, bien sûr. Hein, voilà. D'accord. Alors toi, tu interviens quand dans le processus? Ah là, tu nous fais dévoiler des petits secrets. Hein. Bah oui, on est là pour ça. Disons qu'on va dire que si on travaille à deux avec Serge, lui, il va expliquer, comme tu vois qu'il aime bien parler, il va expliquer à la personne son processus, les problèmes qu'il a, etc., etc. Moi, je vais le capter, on va dire, mais je ne vais pas avoir une heure de discussion. Moi, ça me fatigue, c'est pas mon truc. Mais par contre, j'aime bien rentrer dans le corps psychique de la personne, donc de l'âme, et de communiquer avec l'âme. Ouais. Ce qui fait que si la personne a un problème, effectivement, elle a un problème qui l'a fait se focaliser sur un problème, je vais discuter, donc le corps psychique, l'âme, je vais discuter avec le corps psychique, donc avec l'âme, pour la faire changer d'état d'esprit. Ouais. Parce que moi j'arrive, on va dire, à un autre niveau, et moi j'ai pas le problème, donc j'ai une vision tout à fait éclairée de son problème. Mais elle est dans le chaudron, donc la pauvre, elle n'arrive pas à s'en sortir. Mais comme je suis un peu éclairée, je peux aller voir l'âme, et c'est comme si je tendais une main, je la sortais de son chaudron, j'ai dit, tu vois, comme la vie est meilleure. Tout d'un coup, elle... Oh, elle monte de fréquence, donc là elle me dit, ah oui, c'est beau ça. Et je lui dis, Alain, parfois j'ai des langages comme ça, tu aimes ce que tu vis ou tu aimes ce que tu vois. Là elle me dit, je respire. Et c'est vrai, parfois le corps psychique, donc le corps respire, et la personne commence à avoir un élan d'énergie. Et là, j'enclenche après un processus et je vois dans tout son corps psychique là où ça bloque. Ça peut être un passé, une mémoire de l'enfance qu'il a, qui traîne, qu'il a fait baisser pour dire attention, elle est en danger, ne suis pas cette personne, ou bien reste dans cet état d'esprit. Là, celui-ci est rassurant et nous rassure. Et en fin de compte, non, ça vous fait rester en fréquence, à une mauvaise fréquence. Ouais. Ce qui fait que de là, comme la personne, donc une partie de l'âme, a vu qu'en fin de compte était beaucoup plus éclairée, là on peut agir sur cette mémoire. J'attaque les programmes, en fin de compte, je les désinstalle tout simplement. Avec l'accord de l'âme. D'accord, c'est ce que j'appelle moi le travail en mémoire cellulaire. Complètement, tout à fait. C'est ça. Voilà, on dit pareil. On dit pareil. C'est ça qui fait que la mémoire cellulaire, karmique. Oui. Et après, c'est vrai qu'on a parfois des problèmes qui vont s'installer sur le foie, donc qui va comment bloquer le corps astral, ce qui fait que la personne, elle n'a pas un bon ressenti. Et même elle a bloqué son ressenti à cause de son enfance. Alors là aussi, j'agis au niveau du corps astral et je lui fais voir qu'en fin de compte, à un autre niveau, il peut ressentir les choses beaucoup plus belles. Et là, justement, c'est la magie de la chose, c'est que quand l'âme dit oh, « c'est beau », elle est ferrée. D'accord. Parce qu'elle a dit « j'ai vu autre chose oui. ». Il y a cru et l'énergie a commencé à influer, à venir dans ce corps astral, donc dans ce foie, et hop, on peut enlever une mémoire qui stagnait, qui empêchait la personne de vivre une vie complètement différente. Donc je la fais même parfois changer de paradigme. D'accord. Voilà. Quand tu dis j'interviens, tu interviens comment? Par le magnétisme, par... je vois que vous avez une table dans votre cabinet, donc vous travaillez aussi sur table. Comment Comment ça marche, quoi? Qu'est-ce que tu fais? Alors, pas forcément du magnétisme, je peux en faire. Ouais. Voilà, je peux en faire du magnétisme quand il faut. Non, je travaille psychiquement en fait. Là, la personne va être allongée sur la table, mais ça peut très bien être à distance. Pour moi, c'est pareil, une distance de 5 cm ou une distance de 1 km, pour moi, c'est la même chose. Ce qui fait que je rentre dans son monde, en fait, dans son monde psychique, parce que j'ai l'accord de la personne, et par rapport au problème qu'elle a énoncé, eh ben, je vais rentrer là, donc c'est complètement des travaux psychiques que je fais sur elle, je ne la touche pas, en fait, compte, je rentre dans son monde. Et là, je peux voir dans son monde, je me balade et tout, et puis, hop, ça, vous avez vraiment des peurs que la vie vous impose des choses. En fin de compte, c'est elle qui s'impose. Oui, bien sûr. Et c'est là qu'on commence à rentrer dans les différentes pièces de cette âme et on les éclaire, donc un peu plus de conscience. D'accord. Et c'est là que tout d'un coup, il y a des petits bouts d'elle qui sont éclairés, c'est psychique. Il y a une chose qui est quand même intéressante à noter pour la partie, pour l'histoire, petite histoire, c'est que quand les gens, on leur dit, tu sais, tu peux changer, ils vont dire oui, dans l'absolu, ça passe intellectuellement. Oui. Mais pourquoi ils ne changent pas?
C'est parce qu'ils n'y croient pas. Ouais. Et pourquoi ils n'y croient pas? Parce qu'ils n'ont pas de point de départ et de point d'arrivée, ils n'ont pas de différence de potentiel. Il faudrait que par exemple ils aient été très heureux et qu'ils ne le soient plus, ou qu'ils aient été très malheureux et qu'ils ne le soient plus, et là ils auraient quoi... Alors, ce qu'elle fait elle finalement, moi qui le vois de l'extérieur, j'ai une vision qui est la même qu'elle, mais qui est un petit peu différente, parce que moi je ne le fais pas. Hein. Je préfère qu'elle le fasse elle, ça ne me plaît pas de le faire. Mais je veux dire par là qu'il y a un truc qui est formidable, c'est que la personne, non seulement elle lui raconte sa vie, donc déjà la personne elle se dit, ah, ben là j'ai pas affaire à un charlatan. Elle n'est pas censée savoir ce qui m'est arrivé à 5 ans, à 7 ans, à 10 ans. Ce n'est pas de la voyance, c'est de la lecture mémorielle. C'est-à-dire que dans la mémoire, il y a la petite fille de 5 ans qui malheureusement a eu des attouchements ou que sais-je. Bon, voilà, et ça l'a marqué. C'est quand même une forme de médiumnité. Non, c'est pas de la médiumnité, c'est de la lecture. Tout est dans l'esprit. L'esprit est un disque dur d'ordinateur formidable. Tout est mémorisé. Bien sûr que ça peut flatter une certaine partie qu'il est inutile de nommer de l'être humain, de dire que c'est de la voyance, ceci, cela. Mais si on dit que c'est de la voyance, alors la personne, elle est vue. Mais c'est quand qu'elle se verra? Ouais. Mais si on lui dit c'est de la lecture, et qu'on lui lit ce qu'elle connaît, qu'elle est bien placée pour connaître, c'est son passé, à mon avis elle le connaît, et qu'elle Pas se forcément, justement. Si, justement, et si, oui, je sais ce que tu veux dire, Oui, j'allais y arriver, d'accord. Et oui, mais je vais y arriver. Il anticipe. Mais oui, parce que c'est ce qui se passe dans les soins. À un moment donné, elle fait un soin, elle le dit à personne, mais à 5 ans vous êtes arrivé ça, et la personne elle dit, non, je ne m'en souviens pas, évidemment, puisqu'elle le lit dans l'inconscient. Hein, bon. Mais cette partie inconsciente, elle a de l'énergie qui lui a été donnée à l'époque, qu'elle a vécu l'événement, hein, parce qu'il y a l'information et l'énergie, toujours, ça marche par deux. L'information, elle l'a eue, elle sait très bien, elle ne s'en rappelle plus, mais elle sait très bien qu'elle a eu des attouchements, etc. Mais elle a ressenti une émotion, donc elle a vécu, elle a stocké de l'énergie qu'elle a bloquée, et cette énergie la bouffe, mais à son insu. Donc elle le sent bien qu'elle n'est pas heureuse, mais elle ignore la raison. Et c'est pas la raison qui l'a fait souffrir, c'est l'énergie qui allait avec la raison à l'époque. Donc à la personne, quand on lui redonne en mémoire, il vous est arrivé ça, qu'elle s'en rappelle ou pas, l'énergie elle afflue, elle vient se recoller à l'événement, remémoriser, parce qu'il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace. Et à ce moment-là, elle le prend les deux et elle jette. Parce qu'on ne peut pas jeter une chose, parce que tout est double. On peut jeter que deux choses. Esprit, force vitale. Information, énergie qui la sous-tend. Parce qu'une information sans énergie, ben, elle n'a aucune force. Elle ne nous atteint pas. Mais dès l'instant où on dit à quelqu'un, vous avez vécu ça, qu'elle dit, mais je ne m'en rappelle pas, et d'un coup, il vient une émotion qui monte, et cette émotion vient se coller à l'information. Et là, elle se rappelle. Pour se rappeler, il fallait qu'elle en ait la force. Et cette force était dans l'inconscient. Il faut la faire remonter. La force et la volonté. Et la Parce volonté, qu'il y a des gens qui ne veulent pas. Ah oui, mais là, alors là, c'est un autre débat. Je sais pas, je vais dire n'importe quoi, mais moi j'ai été violé à l'âge de 5 ans. J'ai suivi une thérapie à l'époque. J'ai vu pendant 2 ans un psy. Et puis, au terme de ma thérapie, j'ai occulté, j'ai occulté l'événement, donc il ne s'est jamais rien passé. C'est ce qui arrive généralement. C'est ce qui arrive généralement. Aujourd'hui, j'en ai 50. J'ai un problème avec le sexe. Mais je ne sais pas pourquoi. J'ai été voir un praticien, j'ai été voir un thérapeute, et on n'a rien trouvé. Et moi, je lui ai dit que j'avais jamais été violé, rien, parce que je l'ai carrément zappé, je ne m'en souviens pas du tout. Et c'est tout à fait honnête comme version, puisque tu ne te rappelles plus. Donc, toi, tu vas, en faisant ta lecture, tu vas aller titiller ça, et moi, je vais te dire, non, mais ton truc, c'est du délire. Jamais j'ai été violé. Ça m'est jamais arrivé. Cette version-là était exacte, mais elle la traitera différemment. Elle ne va pas le dire. D'accord. Elle va faire remonter. Mais oui. Attends, il y a quand même un acte d'amour quand même. Oui, non, parce que sinon c'est choquant. Oui. Non, je peux pas choquer. Non, si je vois qu'il y a quelque chose qui s'est bloqué ou c'est un mur, alors je demande à l'âme ce qui s'est passé, donc je vois qu'elle a des peurs qui vont être liées à l'homme et tout. Je ne vais pas dire à la personne ce qui s'est passé. Sûrement pas, elle ne s'est rien passé. Ce qui fait, par contre, je vais discuter avec l'âme. D'accord. Et je vais remonter à l'âme. Je vais lui dire à l'âme, je vais t'aider parce que sinon tu vas toujours être malheureuse et ta partie consciente ne sait pas. Donc c'est comme si c'était une partie d'elle qui était bloquée. Alors je viens l'aider à extirper ce problème-là, mais sans le dire au conscient.
Et des fois, le Pourquoi la conscient personne... l'apprend et des fois, Par il contre, jamais. je veux dire, il y a un problème avec votre mental, l'aspect mental, Ouais. donc l'homme va dire. L'aspect mental, la personne va dire effectivement, elle a peur des hommes, peur du sexe, etc. Donc ça c'est vrai, mais je ne veux pas lui dire ce que je vois dedans. D'accord. Ce qui fait que j'enlève, et après la personne va avoir une vision même de son propre mental, parce Ouais. qu'en fait, quand il y a de l'homme, donc son propre mental, différente, et elle aura plus l'impression d'être abusée, elle aura plus l'impression d'être obligée d'eux, et elle aura une relation même avec l'homme qui va être différente, mais en fin de compte, elle aura une relation avant tout avec son propre mental qui va être différente, elle aura plus de souplesse avec elle-même, elle aura beaucoup moins de peur, elle sera beaucoup plus dans le vivant. D'accord. Sans pour autant lui dire ce que j'ai vu. Mais parfois, c'est pas obligé de le voir. Mais je vois qu'il y a un blocage énorme. Et c'est tellement fermé que la personne ne pourra jamais vous dire qu'elle a vécu ça. Non, non, Ah oui. pas, Par pas, contre, pas. le mental étant bloqué, il y a un souci. Et je m'occupe du souci. D'accord. Et si elle ne me le montre pas, c'est qu'elle veut. Le conscient ne veut pas le vivre. Alors, je l'enlève et je dis pas. Je Voilà. suis coquine, hein. Alors c'est Oui, pas, oui. c'est pas Oui, caché, oui. hein. Oui, Il faut oui. rajouter Non, pas que c'est caché. pas caché parce que non, Oui. parce qu'il vaut mieux quand même expliquer ça. On a en nous une intelligence Ouais. qu'on appelle divine, qu'on appelle intérieure, le mot intérieur, etc. Le maître intérieur, peu importe les appellations. Mais il y a quelque chose en nous qui sait mieux que nous, qui nous sommes nous. Oui, d'accord. Et ce quelque chose est d'une intelligence exceptionnelle. Quand elle le prend une information et qu'elle voit que le conscient, s'il pouvait parler, il dit ouh là, surtout pas. L'âme dit ah, je le sens pas là, si tu dis, tu vas la massacrer. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle y enlève l'énergie qui était restée, qui servait à prendre conscience, Ouais. parce que la personne ne veut pas prendre conscience. Ouais, ouais. Elle n'en a pas la capacité ou l'envie. Elle prend cette énergie, elle la retire, mais il reste l'information. Ouais. Et l'être intérieur, 10 ans, 20 ans après, remettra de l'énergie et il proposera l'information, s'il le faut. D'accord. Autrement dit, c'est laissé à la discrétion de Dieu, si on peut dire. Allez, Ouais. ça nous semble plus mignon de dire comme ça. Oui, on peut dire Hein, comme voilà. ça. Ouais. Voilà. Ok, d'accord. De notre Dieu intérieur, hein, parce que il n'y a pas d'autre Dieu que nous. Hein. Dieu est en nous en tant que nous, hein, c'est l'enseignement pur de la voie de la Siddha. Ce qu'on appelle nous, c'est Dieu. Voilà. Plus vite on le comprend, Ouais. plus vite on avance. Ouais, non, je suis d'accord avec ça. Après, ce Dieu, est-ce qu'il est conscient ou pas? Ben non, s'il était conscient, il saurait qu'il est Dieu. À nous de rendre conscient cette partie de nous qui s'est auto-oubliée. Voilà, c'est tout. Bon, ben, je crois que là on a fait un bon tour d'horizon de votre pratique, de vos pratiques. parce que- Oui, on fait tout ensemble. Non, non, quand je dis de vos pratiques, c'est pas une pratique, c'est un ensemble C'est de un choses. ensemble. Ah oui, c'est oui, ça. oui, 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 c'est c'est ça. assez riche. Mais en fait, ça tourne toujours autour de enseigner, aider. On va dire que quelque part, chez nous, l'homme représente le mental, donc la connaissance, hein, tout ce qui est l'aspect cognitif, tout ce qui est l'aspect... c'est pas l'intellect, attention, hein, c'est Oui, le oui. mental. Hein, les gens confondent les deux, ça n'a rien à voir. Hein. Donc le mental, c'est le mental, l'intellect, c'est l'intellect. Le mental, c'est le chaudron dans lequel s'élaborent les processus mentaux, et l'intellect, c'est la capacité de ces processus mentaux à se combiner pour faire face à ce qui se passe dans la vie de tous les jours. Si on a un intellect puissant, on pourra régler tous les problèmes qui se présentent à nous. Mais ça ne veut pas dire que cet intellect, il n'est pas un peu tordu, il est puissant, c'est très différent. D'accord. Mais le mental, lui, il est neti-neti. Le mental, c'est la casserole dans laquelle on fait bouillir de lait. Si on a trop laissé sur le feu que la casserole attrape, c'est pas la faute de la casserole. Bien sûr. Hein, il fallait la lever, la surveiller. Voilà. Donc le mental, c'est représenté dans la voie de la Siddha ou dans la Psyéso, c'est pareil, par l'homme. La femme représente le pouvoir vivant. En fait, c'est l'incarnation de Dieu sur terre, la femme. D'accord. Hein, bon, faut le dire doucement, sinon il y a des femmes qui vont entendre. Donc la femme, la femme est l'incarnation de Dieu sur terre. Voilà, pouf, c'est lâché. Ouais, tu sais que dans les traditions ancestrales, dans les traditions primaires ou primordiales, peu importe, on dit que l'initiation passe par la femme. Mais évidemment, c'est la grande C'est initiatrice. forcément par une femme que tu es initié. Tout à fait, c'est l'ultime initiatrice. Parce que son système nerveux, qui est doublement gainé, alors que nous on a une seule gaine, eux ils en ont deux. Je ne parle pas de gaine physique, je parle de gaine éthérique. La femme peut supporter un niveau émotionnel qui saboterait à jamais le mental de l'homme. Un homme peut se prendre la tête en toute impunité. Par contre, dès qu'il a des émotions, il est perturbé. La femme, dès qu'elle a des prises de tête, elle est perturbée. Donc, l'idéal serait, bien sûr, d'être chacun androgyne d'un point de vue énergétique, c'est-à-dire être à la fois son propre homme intérieur, sa propre femme intérieure. C'est pour ça qu'on travaille sur le yang et le yin. Oui, mais allez, on va dire que, on va être coquin, on va dire, non pas ne rêvons pas, mais on va redescendre un peu les pieds sur terre et dire que à 110%, c'est rare qu'on y arrive. Voilà. Je suis pas aussi catégorique que toi. Oh ben moi je suis pas catégorique, mais 110% c'est rare. Moi ça fait quand même pas mal d'années que je navigue dans le milieu
on va dire, du développement personnel, de l'ésotérisme, de la spiritualité, de tout ce qui touche au bien-être, de l'esprit et du corps. Donc j'ai croisé quand même beaucoup de personnes dans ma carrière, et des femmes qui ont beaucoup travaillé sur leur yang, et des hommes qui ont beaucoup travaillé sur leur yin, Tout à fait. et qui ont réussi, à équilibrer les deux. J'en ai quand même croisé pas mal. Oui. C'est pas facile, c'est du boulot, mais j'en ai quand même croisé pas mal. Alors, sais-tu ce que dit la psy-ESO ou la Voie de la Sida au sujet de ce fameux équilibre? Non. On serait tenté de penser que si c'est un équilibre, c'est 50-50. Oui. Hein? Ben non. L'homme est à 60% masculin, à 40% féminin, et quand il a atteint ça, il a atteint un équilibre parfait. D'accord. Et c'est ça que tu as vécu et senti. Ah, d'accord. Elle, en tant que femme, il faut qu'elle soit on va dire à 70% même, 60-70 c'est pareil, 70% féminine, 30% masculine, ou 60% féminine et 40% masculine. C'est à peu près, c'est discret. Bon. Et à ce moment-là, elle a un homme intérieur qui est parfait, mais qui n'est qu'à 40 ou 30%. D'accord. Parce que chez une femme, 30% d'intellect ou de mental qui est complètement aligné, c'est divin. D'accord. Mais elle est une femme, elle incarne la femme. Donc dire 50-50, ça serait le déséquilibre le plus total qui soit. D'accord. Ça serait en fait se retrouver comme ça. Ok. Hein? L'équilibre finalement, c'est si on a un corps de femme, ben, on est femme à, on va dire, les 70%, et on est homme ou mental à 30%. Et là, on a un équilibre parfait. Il est évident que la psy-ESO ne va pas sortir des âneries du genre que l'homme est fait pour penser et la femme pour sentir. C'est pas aussi grossier. Oui, oui. Mais il est vrai que, à moins d'être vraiment de mauvaise foi, on voit bien qu'à notre époque, les femmes sont un petit peu devenues des prises de tête ambulantes, et elles reconnaissent elles-mêmes que quand elles s'arrêtent de réfléchir, elles vont beaucoup mieux. Et l'homme, quand il arrête d'avoir peur et d'être bourré d'émotionnel, et de se noyer dans ses propres émotions, il redevient efficient, il redevient efficace. Oui, j'aurais tendance à dire que l'homme, quand il commence à réfléchir, ça va beaucoup mieux. Voilà. Voilà. Voilà, si possible avec la tête du haut. Oui, tout à fait. Oui, oui, complètement. Oui. Voilà, je parle des intestins. Non, bien sûr, Oui, 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 bien sûr. Voilà, je fais gaffe, il y a ma femme à côté. Voilà, donc un homme, s'il peut être, il peut être viril, il peut être... Mais les gens parlent de virilité, alors c'est quoi? Avoir des poils, avoir... Et après, il y a la virilité mentale, qu'on oublie un peu trop. C'est quoi la virilité mentale? C'est quand un homme est capable de savoir où il a mal, qui se fixe un objectif, qui le suit, qui n'en déroge jamais et qui l'atteint. Oui, Ça, c'est la virilité mentale. Et la femme, c'est quoi sa sensibilité, ses perceptions? Ben, c'est un petit peu comme le fait Laetitia. Elle se sert de ses capacités, non pas cognitives seulement, parce que ça serait que la tête, mais elle se sert surtout de ses sensations, de ses perceptions. Des fois, elle me raconte des émotions qu'elle vit. Je lui dis, ben, il vaut mieux que ce soit toi que moi, parce que bon, moi, il me faut 2 jours pour m'en remettre. Elle va pleurer et rire dans la même minute. Pour un homme, ça fait... Pour un homme qui atteint un certain niveau d'équilibre, on se dit, je l'envie. Mais il y a 60 ou 70% d'eau, et 30 ou 40% de feu. Oui, bien sûr. Alors bien sûr, c'est un petit peu trompeur l'histoire du yin et du yang, parce qu'on voit des espèces de mouvances comme ça qui sont équitables. On voit aussi qu'il y a... Oui, mais c'est pas ça que ça veut dire. Je sais. Mais ça peut être trompeur pour ça. Oui, d'accord. Je sais que ça ne veut pas dire ça. Mais une personne qui va avoir une balance et qui est comme ça, elle va avoir 50-50. Oui, oui, bien sûr. Voilà. Parce que les mots sont trompeurs. Parce que l'intellect a encore frappé. L'intellect essaye de tout comprendre, de tout gérer. Et c'est ça le problème. Parce que c'est quoi le mental finalement? Le mental, c'est un chaudron qui peut être vide. Le mental, c'est ce qui contient des mouvances spirituelles, autrement dit ce qu'on appelle les processus mentaux, les pensées. Mais je peux par exemple fermer les yeux ou les laisser ouverts, non pas faire le vide mental, ce qui ne veut rien dire, mais détourner mon attention consciente des mouvements incessants de l'esprit. L'esprit bouge sans cesse, on ne peut pas l'arrêter. C'est un compulsif ambulant. Et c'est Dieu, il faut qu'il crée, c'est une machine à créer. Mais je ne suis pas obligé de le regarder et de le bader, comme on dit, d'être en admiration devant les mouvements de l'esprit. Parce que sinon, je vais suivre ces mouvements et je vais avoir le vertige. Oui, bien sûr. Donc je retire mon attention mentale des mouvances mentales et du coup, je suis conscient. La conscience, c'est quand on ne pense pas. Mais la pensée continue, mais sans nous. Tu vois? Oui. Il y a le bruit dehors, on n'arrête pas, on n'engueule pas les voisins, on ferme la fenêtre, c'est étanche, on n'entend plus rien. Mais ça continue de vivre. Oui, non, bien sûr. Voilà. Donc c'est ça un petit peu, pour l'homme, de temps en temps, mental ou pas, il faut qu'il arrête de penser, sinon lui aussi il va se fatiguer. Alors les gens sont devenus, hommes ou femmes, des moulinettes mentales ambulantes. Parce que l'intellect est emballé, parce qu'il a peur
du nouveau, il a peur qu'il arrive des choses qu'il ne maîtrise pas, alors qu'il ne maîtrise rien, jamais. D'accord. Ok. Ok. Alors, bon, moi, ça m'intéresse. J'ai vu la vidéo. Je me suis dit, tiens, c'est bien ce truc. Je ne connaissais pas. Je vais bien essayer ça. Comment je fais? Déjà, bon, on a une adresse mail, on a un site, Voilà, ok. On le mettra sous la vidéo. Sous la vidéo, voilà. vous avez vu, donc il y a l'adresse mail. Il y aura l'adresse mail. Ils répondent aux mails. Aussi bien de Laetitia que de moi. Parce qu'il y a c'est des gens... deux. Ah oui, parce qu'il y a des gens qui ont une approche, il faut quand même respecter chacun. Ouais. Il y a des gens qui ont une approche, on va dire, plus sensorielle, sensitive de la vie. Alors il leur faut une femme. Oui, bien sûr. Il y a des gens qui ont besoin de comprendre, alors il leur faut moi. D'accord. Parce que j'adore ça, j'adore expliquer tout ce que j'ai compris, et j'adore partager tout ce qu'elle a ressenti dans sa vie. Voilà. Donc il y aura deux adresses mail. Deux adresses mail, il y a le site internet. Oui, mais à la limite, par les adresses mail, on nous contacte. De blog. Oui, le blog, ça c'est très bien de le mettre, mais par les adresses mail, on nous contacte, on dit voilà, je suis intéressé par ce que vous faites, soit les cours, soit pour avoir un soin, et à ce moment-là, on fait un dispatching, on les oriente soit vers l'enseignement si ça leur plaît, c'est pas une obligation, sachant qu'on ne peut pas en prendre beaucoup. Pourquoi? Parce qu'on fait un suivi personnalisé. C'est-à-dire que chaque personne qui suit nos cours par correspondance est inscrite sur un forum, et sur le forum elle peut poser toutes les questions qu'elle veut, demander des conseils si elle ne va pas comprendre un exercice ou si elle ne va pas le faire comme il faut, demander de l'aide éventuellement, et à ce moment-là on peut l'aider. Si c'est juste pour recevoir des cours par correspondance, autant acheter un bouquin. Donc le forum permet quelque chose d'un peu plus vivant, d'un peu plus... Si les gens disent « mais moi je préfère vous voir », eh bien ils nous voient. Les gens ne peuvent pas venir des Maldives tous les 2 jours. Voilà. C'est clair. Donc pour ceux qui sont prêts, ils peuvent venir nous voir. Pour ceux qui disent moi je veux bien suivre des cours et me nettoyer ou me développer, mais j'aimerais bien recevoir un coup de pouce, eh bien ils viennent et ils ont un coup de pouce. Voilà. On est très attentif aux demandes des uns et des autres, dans la mesure de nos moyens, bien sûr. Il ne faut pas nous demander. Maintenant, il y a des gens qui arrivent dans l'étude de la Psiezo ou de la voie de la Sida qui disent voilà, moi je veux juste faire monter ma Kundalini ou sortir de mon corps. On leur dit oui, mais vous n'aimeriez pas connaître d'abord les prémices de ces choses-là, de manière à ne pas qu'il ne vous arrive pas ce qui m'est arrivé à moi quand j'étais jeune. La première fois, très vite, la première fois que je suis sorti de mon corps, parce que j'ai vu que ça existait, j'ai essayé, j'ai réussi. Seulement, je ne sais pas que je me suis fait peur, c'est que j'ai pas aimé du tout ce que j'ai senti. À tel point que je suis sorti une douzaine de fois et après je me suis arrêté. Parce que je ne savais pas ce que c'était l'accord d'argent. Je ne savais pas ce que c'est vraiment, non pas ce que c'est dans les bouquins, ce que c'est l'accord d'argent. Je ne savais pas qu'en sortant du corps, mon âme, mon corps psychique allait répercuter tout le live. Tout ce que j'allais vivre allait le répercuter dans mes cellules. Je ne savais pas tout ça. Oui, bien sûr. Je ne savais pas que quand j'allais flotter dans l'air, j'allais avoir la même sensation que si je faisais de la lévitation physique. D'accord. Et ça m'a tellement choqué que ça m'a déplu. D'accord. Et oui, si on m'avait appris ces choses, mais j'étais jeune, mais si on m'avait appris ces choses-là dès le départ, au lieu de me lancer là-dedans comme un bon Mars en bélier que j'étais encore. Donc je voulais d'abord une preuve, je l'ai eue, je voulais comprendre, et ça a été après. Mais si j'avais su d'avance qu'il y avait ces sensations, je m'y serais mieux préparé, et du coup peut-être que je continuerai 40 ans après. Voilà. Oui, bien sûr. Okay. Donc, chers amis, vous avez vu donc en dessous la vidéo, il y a tous les moyens de les contacter. Pour les soins, ça se passe ici en Dordogne. Ou à distance. Ou à distance, voilà. Donc, vous habitez en Mongolie, vous pouvez recevoir un soin, il n'y a pas de problème. Oui, en Mongolie, on y va rarement en ce moment. Donc s'ils peuvent se déplacer, on sera deux à les soigner, parce que c'est quand même un truc intéressant. On soigne ensemble, on travaille ensemble pendant au moins 1 heure, et sur place. Et si c'est à distance, c'est que elle, parce que je peux le faire, mais je n'aime pas. Parce que je ne peux pas tchatcher. Oui, bien sûr. Tout est réduit à ça. J'adore le contact humain, j'adore parler. Et à distance, c'est pas pareil. Oui, puis après j'explique comment je travaille à distance. D'accord. Et pour ceux qui éventuellement, même si on n'a pas beaucoup de place à chaque fois, mais les gens finissent, ça dure 3 ans l'enseignement, c'est quand même assez complet, mais il en part tous les mois. Puisqu'il y en a qui sont rentrés il y a 3 ans, d'autres 2 ans. Oui, c'est pas des années calendaires, c'est vraiment c'est ce qu'on appelle des années glissantes. Voilà, par exemple, moi je m'inscris le 15 avril, c'est jusqu'au 15 avril prochain. Voilà. Et là, par exemple, ce mois-ci, il y en a 4 qui se libèrent, donc ça libère des places. Pour ceux qui aimeraient éventuellement avoir goûté avant de payer, comme on dit,
il existe un petit pack qu'on a prévu, qu'on a mis sur Internet, qu'on a mis sur le web, ou une URL à cliquer, où les personnes peuvent recevoir 6 cours d'essai gratuits. D'accord. Donc ils peuvent goûter et se faire une opinion. Alors bien sûr, ce n'est pas des cours de 3e année, mais ça leur donne une bonne idée de ce qu'ils vont étudier dès la première année. D'accord. Voilà. Là, ça leur permet 6 cours, ça fait l'équivalent à peu près d'1 mois et demi de cours quand ils le font sérieusement. Là, ils peuvent le lire en 2 semaines, en 2 jours, comme ils veulent. Ouais. C'est juste pour qu'ils sachent de quoi ça parle, est-ce que ça leur convient, est-ce que c'est pas trop intellectuel pour eux, parce qu'il y en a qui me disaient ça, ce qui me fait rire. C'est trop mental, bien encore heureux que c'est trop mental. Généralement, je réponds gentiment, ben, si Dieu a mis le plan mental au-dessus du plan astral, c'est qu'il est plus important de comprendre que de sentir. Mais oui. Sinon, on a des surprises quand on sent et qu'on n'est pas prêt, et qu'on ne comprend Mais pas ce qu'on sent. est-ce qu'on peut réellement comprendre si on ne sent pas? Alors, l'idéal serait de sentir juste après avoir compris. Et pas en même temps nécessairement, mais juste après. Je sais pas, moi par expérience, moi je suis quelqu'un de sensitif, donc je ressens tout. bien sûr. Il m'est arrivé dans ma vie de sentir des choses, et en les sentant, les découvrant, cherchant, comprenant. Ben, oui, mais à ce moment-là, tu te fais tes propres cours, parce que nous, dans les cours, on ne dit pas aux gens, faites ceci, faites cela. On leur dit, voilà, il y aura des explications, et en même temps, vous avez des exercices. Si les explications vous gonflent, pour parler français, hein, Oui. je ne me pas le doigt, je sais très bien qu'il y en a qui les mettent dans le tiroir et ne les lisent pas. Eh bien, faites les exercices, faites-vous un peu peur, comme ça, et après, peut-être que ça vous plaira, cette méthode-là. Il y a des gens qui ne lisent quasiment pas et qui font que les exercices. D'accord. Mais on les reconnaît de suite parce qu'au bout de 3 ans, ils commencent à poser des questions. Oui, mais alors ça veut dire quoi? Ah ben je sais pas, tu l'as pas vécu. Tu l'as pas étudié? Non, tu l'as pas vécu. Ah ben je suis sans pitié là-dessus. Oui, d'accord. Si j'ai une chose, je reste fidèle à moi-même. Je leur dis, ben tu l'as pas vécu. Oui, mais j'aimerais comprendre. Ah ben si tu l'as vécu, tu l'as compris. Mais là, la personne, ou elle rigole, ou on va promener. Ouais. C'est pas gênant, hein, parce que je suis taquin, elle peut me taquiner aussi. Mais c'est là qu'on s'aperçoit que après, ça c'est mon expérience, voilà, je ne vends pas de produits spéciaux, mais quand la personne, on sait qu'elle a le choix de faire que la partie exercice ou que la partie technique, où est le problème? Oui, non, bien sûr. Voilà. Maintenant, je sais par expérience, hein, même si on le fait depuis longtemps pour le plaisir d'enseigner, on le fait depuis peu professionnellement, d'en vivre, mais je sais par expérience, on a eu le temps tous les deux, ne serait-ce que depuis 92, où on était en Corse, que les gens qui veulent que du live, que du ressenti, à un moment donné, ils se déséquilibrent. Oui. Parce que, qu'est-ce qu'ils font? Ils reçoivent de l'énergie. Elle va dans le corps astral. Oui, bien sûr. Et le corps mental, il est comme ça. Bien sûr. Tu vois? Bien sûr. Voilà. L'équilibre sous-entend un peu ici, un peu là. C'est comme si tu ne faisais que muscler ton bras gauche sous prétexte que c'est ton préféré, et après tu te trouves avec un bras comme ça, et ici c'est une ficelle. C'est ça, ouais. D'accord. Voilà. Et ce qui est en haut comme ce qui est en bas. C'est pas, hein, pour faire le miracle d'une seule et même chose. Ça veut dire que si on comprend la vie de tous les jours avec ses critères de fonctionnalité, on comprend la vie spirituelle ou la vie divine. C'est la même chose. De l'autre côté, il y en a qui disent, comment je vais faire si je suis un nuage sans corps? Alors moi je leur pose la question, mais qui vous a dit que vous n'avez pas de corps? Ah mais je croyais, Eh bien oui, mais justement, croire est dangereux. Oui, bien parce sûr. que vous allez vivre vos croyances. Bien sûr. Alors qu'il y a des corps tout le temps, tout est corps. Jusqu'au plan causal inclus, tout est corps, c'est la création. S'il n'y a pas de corps, il n'y a pas de géolocalisation. Et si on n'est pas géolocalisé, on ne sait pas où commence l'autre, et où finit un tel, et où je commence moi. Tu vois, on se mélangerait là. Complètement. Donc on est géolocalisé. Complètement. En conscience, on est des êtres géolocalisés. Et tant qu'on a, si on n'a pas d'enveloppe, ben, il y a tout qui se diffuse dans les terres. Et alors autant être l'être suprême. Oui. Mais la place est déjà prise. Oui, il y a des... Ouais. J'ai demandé, il m'a dit non, non, c'est moi. Ouais. Je serai le deuxième au mieux. Ok Serge, Voilà. ok Laetitia, pour conclure, est-ce qu'il y a un conseil, un message que vous voudriez partager avec nos téléspectateurs? Honneur aux dames. Honneur aux dames. Alors, un message. Ou un conseil. Hein. Ben, moi, je dirais un conseil surtout parce que par rapport aux personnes que j'ai en soins, c'est d'être attentive à ces pensées qui viennent les parasiter. Parce qu'en fin de compte, on se lève souvent le matin, on pense qu'on est de mauvaise humeur. Non, on a une pensée qui arrive et ça nous met de mauvaise humeur. Et si vous commencez à vous lever le matin en étant attentif à cette pensée qui vient vous parasiter, et que vous dites non, non, mais ça m'intéresse pas, un peu comme ben, j'ai pas envie de manger des frites ou j'ai pas envie de fumer, ça j'ai arrêté, eh bien, la pensée va perdre de la force. Et à un moment donné, on va se réveiller le matin, on va dire tiens,
Ben, aujourd'hui, je ne suis pas de mauvaise humeur. Cette pensée, en fin de compte, ne vient pas. Mais être attentif à ces pensées qui viennent, parce qu'en fin de compte, on est parachuté, on est assiégé par des pensées qui viennent nous visiter, et on les prend comme des éponges. Et quand on commence à être conscient que justement on est dans un chaudron de pensées, ben, et qu'en fin de compte, c'est à nous de les sélectionner. Et quand on commence à sélectionner, on commence à reprendre le pouvoir de notre vie. Et sinon, on est des êtres qui sont pensés. Voilà. Donc, moi, ça serait plutôt être attentif à ces pensées parasites qui nous parasitent. Et là, on commence à prendre un peu plus de sérénité en soi. Voilà mon conseil. Serge. Mais moi, je dirais que nous sommes des êtres de mémoire et que la mémoire, c'est la meilleure façon de vivre un éternel présent qui soit tout sauf un véritable cadeau. D'accord. Voilà. Ok. C'est ma partie féminine qui a parlé. D'accord. Ok. Eh bien, merci Laetitia, merci Serge de nous avoir reçus, de nous avoir partagé surtout cette belle expérience. Chers amis, vous êtes bien dans le chaudron du druide et nous étions sur la chaîne Planète Gaïa TV. Je vous dis à très vite pour de prochaines aventures. Au revoir. Au revoir. Voilà les amis, l'émission est maintenant terminée. Alors j'espère que ça vous a bien plu. N'hésitez pas à faire un j'aime, le pouce vers le haut, de façon à nous montrer que vous êtes satisfait. Mettez-nous des commentaires, parce que d'abord ça fait toujours plaisir. Et puis en plus, ça nous permet d'améliorer nos vidéos. Faites-nous les réflexions qui vous semblent justes. Si vous avez des questions à poser à l'intervenant, posez-la. Nous, on va transmettre, il n'y a pas de problème avec ça. La règle, c'est bien sûr le partage. Plus vous allez partager, plus on sera connu. Plus on sera connu, plus on aura de soutien. Et donc, on pourra faire du travail de meilleure qualité encore. N'hésitez pas à aller sur la plateforme Tipeee. L'adresse est en dessous de la vidéo. La plateforme Tipeee, c'est notre plateforme de financement participatif, ce qui nous permet de pouvoir continuer, de pouvoir exister, de changer notre matériel et de nous déplacer. Donc vous pouvez faire un don de 1 euro à, je sais pas moi, 1 million d'euros, si ça vous fait plaisir, d'une manière mensuelle, donc avec un engagement, ou d'une manière ponctuelle, c'est-à-dire juste une fois. Plus on aura de sous de votre part, plus on aura un budget prévisionnel conséquent, et donc plus on pourra prévoir de vidéos. On pourra prévoir aussi de changer notre matériel, encore une fois, de façon à avoir un matériel encore plus performant. Actuellement, on sort une vidéo par semaine, tous les lundis. Et là, le but de cette année, c'est progressivement d'arriver à 2 vidéos, donc une autre le jeudi. Donc vous allez voir apparaître des nouvelles vidéos de temps en temps, mais de plus en plus souvent le jeudi, donc pour arriver à 2 vidéos. Pour ça, on a besoin de vous, parce que sans vous, sans votre argent, qui est le nerf de la guerre, malheureusement, on ne pourrait pas exister. Donc je vous remercie d'avance pour votre soutien, et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Au revoir.